Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. À compter de samedi 21h, il sera interdit de circuler sur Tahiti Oria jusqu'à 6h du matin, sauf dérogation. Le Premier ministre Jean Castex a étendu le couvre-feu en Polynésie française à la demande du haut-commissaire et du président Édouard Fritsch. Les modalités de ce couvre-feu pénalisent en premier lieu les bars qui devront fermer 24 heures sur 24, mais aussi les restaurateurs et autres sociétés qui travaillent de nuit. Les représentants des chefs d'entreprise sont concernés donc. En premier chef, Olivier Cressman, vice-président du MEDEF, sera en direct avec nous. Il nous parlera de leur rencontre avec le haut-commissaire. Et puis, vous imaginez que la fermeture des bars, c'est le coup de grâce pour les patrons qui peinent déjà à garder leur personnel. On en parle avec Stéphane Gay, président des bars et dancing de Polynésie. Et puis, un grand homme s'en est allé. Jean-Claude Terhi-Oiterey est décédé en France à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Retrouvez dans ce journal le témoignage de ceux qui l'ont bien connu. Enfin, on termine ce journal avec une touche gastronomique avec les saveurs de l'Élysée revisitées par les élèves cuisiniers du lycée hôtelier d'Utumauru. Cette progression de l'épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et à un territoire d'outre-mer, la Polynésie. Voilà, vous venez de l'entendre, le Premier ministre Jean Castex a étendu cette nuit le couvre-feu à la Polynésie française à la demande du haut-commissaire et du président de la Polynésie. Un couvre-feu devenu nécessaire face à la hausse du nombre de cas actifs de Covid-19 à ce jour, plus de 2019 morts. En Polynésie, le couvre-feu sera effectif dès samedi 21h, uniquement sur Tahiti Oria. Quelles sont les modalités qui seront appliquées? On voit cela avec Stéphane Ratino, Heyata Buluk et Marcel Bono. Il ne devrait rester dans le soir que le murmure du vent, pas un bruit de voiture ni de rassemblement. Le couvre-feu comme mesure sanitaire reprend force et vigueur samedi soir, 21h. L'objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les gestes barrières sont souvent oubliés, où le virus circule rapidement, et surtout pendant cette période de nuit. Ce retour n'est pas à proprement parler une surprise. Le chuchotement de son imminence traversait la ville depuis quelques jours. La seule question, son amplitude, 9h. Cela veut dire qu'il sera levé chaque jour à 6h du matin. Je pense que c'est quelque chose de bien. Et par contre, je pense pour les avis des gens, je ne sais pas s'ils sont vraiment vont accepter ces heures-là. C'est plutôt pour ceux qui travaillent le matin, quand ils viennent au travail. C'est plutôt eux. Bien. Pour ça, moins de personnes sortira et voilà, je pense que c'est bien aussi. Il faut faire avec, hein. Vu que le président il a dit qu'il faut vivre avec, eh ben, tout le monde s'y met, tu vois. N'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas ouvrir les frontières si c'était comme ça. Bien sûr, il y aura les dérogations. Les habitants de la presqu'île, habitués à partir tôt, pourront circuler grâce à celle-ci pour aller travailler à Papeete. À Papeete, justement, de nouvelles dispositions ont été prises au-delà du couvre-feu. Elles sont édictées par la ville. Tout d'abord, le masque, le périmètre de son port obligatoire s'élargit. Nous étendons le périmètre d'application, donc ça partirait de la base marine pour finir jusqu'au stade Bonbridge. Ensuite, un lieu d'accueil sera dédié au SDF et du soutien donné aux entreprises. Ce matin, au cours de mon entretien avec le président, je me suis assuré que les mesures d'accompagnement, mesures d'aide économique puissent être mises en place pour soutenir ces entreprises qui sont en difficulté. Mais je pense que dans le contexte actuel, ce qui est important à relever, c'est plus cette volonté que nous avons de protéger mieux et plus notre population de cette pandémie. On doit s'attendre à une grosse fréquentation ce soir et demain soir. Oui. Alors je lance un appel à la modération. Face à la propagation du virus, le couvre-feu ouvre donc un nouveau chapitre de cet épisode sanitaire. Son but, éviter que les jours ne soient intensément plus obscurs. Et l'application du couvre-feu se traduit aussi par l'interdiction de certaines activités dans la journée. C'est le cas des bars qui devront rester fermés tout le temps. Sont également concernés les foires et salons et lieux d'exposition qui accueillent du public. Quant aux établissements sportifs couverts, les patrons ont rencontré cet après-midi les autorités. Leur situation sera discutée au cas par cas en fonction de la ventilation existante dans les salles.
Et les nouvelles annonces ont bien sûr fait réagir les patrons qui peinent déjà à reprendre leur activité. Le syndicat des chefs d'entreprise, le MEDEF, a été reçu cet après-midi par le haut-commissaire pour adapter les modalités de ce couvre-feu. On parle des restaurants, mais pas seulement. Olivier Cressman, vice-président du MEDEF, est avec nous en direct du haut-commissariat. Monsieur Cressman, vous êtes en réunion depuis 17 heures. Avez-vous obtenu un couvre-feu plus adapté à la Polynésie ? Oui, bonsoir. Non, pas plus adapté. Pour l'instant, les mesures qui ont été dictées par le niveau national sont appliquées strictement en Polynésie, à savoir le 21h, 6h. Et il est clair que le problème premier qui se posé par les professionnels de la restauration, c'est ce 21h qui est une heure trop tôt. 22h aurait été totalement différent sur l'impact économique. Des dérogations seront-elles disponibles justement pour ceux qui travaillent tard ? Alors, dérogation, bien sûr, pour les professionnels, c'est prévu au niveau du commissariat qui met déjà à disposition des formulaires. Ça permet aux professionnels d'être dans le déplacement, dans la tranche horaire 21h, 6h du matin. Mais ne perdons pas de vue que le point nodal de tout ça, c'est quand même de veiller à préserver notre système de santé au sens de l'hôpital, sa capacité d'accueil. C'est un point essentiel. Et ce que je peux vous dire, c'est que les professionnels qui étaient dans cette réunion sont tous dans cet esprit-là, d'être d'abord vigilants pour protéger les populations et éviter que la pandémie continue encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, et que donc on ait plus de cas d'hospitalisation, tout en ayant une démarche bien sûr responsable sur le développement économique et la protection de leurs emplois. Vous avez le sentiment d'avoir été entendu ce soir ? Oui, absolument. C'était une réunion entre grands professionnels, que ce soit au niveau du haut-commissariat, au niveau des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, entendus parce que le haut-commissariat est bien conscient des impacts de tout cela, que ce soit au niveau de l'image pour le tourisme ou la problématique d'activité des restaurants. Et on sait ils veilleront à remonter au niveau national les modifications qu'il faut prévoir et que nous espérons voir appliquer dans le plus tôt possible en fonction des aménagements qui seront décidés au niveau national. Vous, êtes-vous inquiet pour l'économie du pays ? Comment ne pas l'être ? Bien sûr que nous sommes inquiets. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a là une mesure qui est prise au niveau national, qui nous passe le message que le gouvernement central a pris conscience de la gravité de la situation sanitaire en Polynésie française. Ce que l'on espère maintenant, c'est que cette prise de conscience et des actions qui ont été décidées dans ce sens-là seront accompagnées des mesures économiques nécessaires pour soutenir notre économie et les entreprises. Il faut vraiment aujourd'hui prendre conscience que le danger se trouve au niveau des entreprises, pas seulement des salariés, mais de l'entreprise globalement, qui risque d'être en grande difficulté et par là même embarquer avec elle des risques de licenciement, ce qui serait dramatique pour notre situation actuelle et notre micro-marché. Merci beaucoup Olivier Cressman d'avoir répondu à nos questions. Comme je vous le disais tantôt, les bars devront également fermer 24 heures sur 24 pour une durée d'1 mois pour le moment. Selon le haut-commissaire, il est évident qu'aujourd'hui, nous devons limiter nos contacts sociaux, que ce soit dans la sphère publique et privée. Fin de citation. Avec nous justement Stéphane Gay, président du syndicat des bars dancing de Polynésie. Vous représentez tout de même une quarantaine de patrons. Pour vous, cette fermeture, c'est véritablement la mort ? Effectivement, les bars fermés 24 heures sur 24, sont des bars morts et on a peur de finir comme ça. De toute façon, c'est une très mauvaise nouvelle, déjà qu'on n'était pas bien en point et là, c'est le coup de fusil, quoi. Là, à 50% de votre activité, comment allez-vous faire pour garder vos salariés ? C'est la question qu'on se pose. Bien sûr, on a rempli tous les dossiers des aides, tout ça, etc. On est éligible, tous les dossiers sont bien remplis. Et on a perçu 0 francs pour l'instant. Ça fait quand même 7 mois que les boîtes de nuit sont fermées. Ça fait 7 mois qu'on attend les aides. On n'a rien. Tout le monde nous rassure, il y a des aides, mais effectivement, on n'a rien touché. Aujourd'hui, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire. Et en plus, là, on nous réduit encore notre temps de travail. On est conscient que c'est pour la bonne cause, c'est pour lutter contre le Covid. Oui, on est conscient de tout ça. Ce que je ne comprends pas, est-ce que c'est vraiment ça là, qui sera efficace ? Moi, mes clients qui viennent manger à midi ont les mêmes gestes barrières que ceux qui viennent manger le soir. Donc c'est là que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi ça serait dangereux le soir de venir manger dans les restaurants et pas le midi, quoi. Vous avez essayé de rencontrer le haut-commissaire pour en parler justement ? Effectivement, j'ai demandé plusieurs fois, depuis 10 jours, d'avoir un rendez-vous et j'ai pas de rendez-vous. Et qu'attendez-vous ? On a bien reçu mon mail, on a bien reçu ma demande, oui. On a bien reçu ma demande, on a reçu mon mail, mais j'attends le rendez-vous.
Merci beaucoup. Depuis 10 jours. Et vous attendez quoi exactement aujourd'hui? On avait... si on nous met des aides, déjà qu'on discute avec nous, on fait quand même des efforts qui sont pas mal, puisque les boîtes de nuit sont fermées. Donc on compte 7 mois de boîtes de nuit fermées. On totalise 7 mois maintenant. Donc qu'on puisse nous rassurer en disant il y a des aides et tout, etc. Et pas qu'on nous balade en nous montant des dossiers et puis qu'on n'ait pas d'aide. Après maintenant, ça c'était les boîtes de nuit. Maintenant on passe sur les bars. Demain on passera sur les restaurants. Et comment on va tous faire là? Il n'y a pas de solution après. Merci Stéphane Gué d'avoir répondu à nos questions. Stéphane Gué qui réagira également demain dans le cadre de l'invité café de votre matinale radio. Et en attendant, dans les îles, la commune de Harurutu, par exemple, où la commune fait son possible pour protéger sa population, un dispositif particulier a été mis en place à l'annonce d'un cas positif de Covid qui est arrivé ce matin. Il s'agit d'un matelot du Tuhapai. 3 autres passagers natifs de l'île en provenance de Tahiti ont aussi été isolés dès leur arrivée afin d'éviter tout contact avec les résidents. Toute la zone du quai a été barricadée et la circulation contrôlée par les pompiers et policiers municipaux. On écoute Ter Ivaya, le chef des sapeurs-pompiers de Harurutu, au micro de Heya Parautukorangi. Normalement, on doit les suivre au niveau... on doit les guider après, on doit les suivre au niveau de leur habitation. Après, on doit donner les gestes barrières à respecter et les consignes de sécurité qui doivent être ici vers maintenant. Voilà, pour clore ce chapitre, je vous rappelle les gestes protecteurs, ne les oubliez pas, comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et évitez de vous serrer la main. En cas de doute sur votre état de santé, isolez-vous et appelez le 40 45 50 00 ou le 15 en cas d'urgence. Je vous le disais en titre, c'était un érudit. Jean-Claude Ter Oiterey a œuvré 28 ans dans la télécommunication, mais il était surtout un amoureux et un fervent défenseur de la culture maori. Il s'en est allé à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Sa disparition a surpris tout le monde. Des réactions recueillies par Jeanne Fanariotis et Hiro Terorotua. Un homme très féru de culture tahitienne, clairement. Passionné par la vallée de Papineau. Je crois qu'il était à l'Académie tahitienne également. Donc c'était quelqu'un qui était toujours très passionné par les différents sujets qu'il présentait. Donc voilà, c'est quelqu'un toujours jovial, toujours enjoué. Et s'il y avait un mot qui le qualifierait, quel serait ce mot? Empreinte culture tahitienne. Donc il a écrit sa thèse, nous on l'a lu, on lui a posé beaucoup de questions, il nous a transmis ce qu'il savait. Et voilà, on garde comme le souvenir de quelqu'un très passionné et très impliqué, quoi. Jean-Claude a vraiment participé au renouvellement de la connaissance de la navigation. Grâce à lui, on a pu faire le pas et commencer à naviguer sans instrument, ce qui est une chose qui n'avait pas été faite depuis des années, voire même peut-être un siècle. Donc voilà. Et puis Jean-Claude a rendu service comme membre de l'Académie. Il faut savoir qu'il a retrouvé des noms d'étoiles qui sont maintenant adoptés par l'Académie tahitienne au travers de son ouvrage. Je pense que c'est quelqu'un qui aura laissé malgré tout une empreinte forte dans son application, à la fois dans la télécommunication, à la fois dans la culture, auprès des groupes de danse, auprès du Wharewana, mais aussi auprès de Haururu. Il a été très actif au sein de l'association Haururu. Et je pense que dans tous ces domaines-là, on peut dire juste merci. Voilà, et l'ensemble du personnel de Polynésie la Première adresse ses sincères condoléances à la famille. À une semaine des élections présidentielles américaines, l'atmosphère de la campagne est tellement tendue que certains observateurs parlent déjà d'une possible guerre civile après les résultats. Donald Trump face à Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, les républicains contre les démocrates. Ce duel fait aussi beaucoup parler dans la communauté américaine de Polynésie qui se mobilise comme jamais et votera en nombre par Internet. Thierry Stamfleur et Jérôme Lee. Comme le millier d'Américains ou de binationaux présents en Polynésie, Anne, Martine et Te Are sont mobilisés pour cette élection.
Trump ou Biden, le choix coupe littéralement les États-Unis en deux. Mais en Polynésie, une majorité semble bien exister en faveur du président sortant. En tout cas, l'agent consulaire a constaté que l'intérêt pour ces élections était beaucoup plus fort que d'habitude. Bien vérifier qu'ils peuvent voter, comment on vote, quelles sont les procédures et surtout de ne pas se louper. Donc bien plus qu'il y a 4 ans. Bien, une grosse manifestation. Il y a 4 ans, j'ai quasiment pas remarqué que les gens avaient préparé leur vote à distance. Après avoir voyagé dans de nombreux pays, Anne, qui est technicienne informatique, vit en Polynésie depuis 28 ans. Elle, qui n'a plus voté pour une présidentielle américaine depuis 1976, penche nettement en faveur de Trump. Et si son candidat ne gagne pas, elle affirme que les suites seront dramatiques. Je pense qu'il y aura une guerre civile. Oui, les Américains ne vont pas s'incliner et abandonner leur liberté devant Biden. À mes yeux, il veut transformer l'Amérique en un pays communiste. Donc, c'est Trump ou le chaos. Oui, si Biden gagne, je ne remettrai plus jamais les pieds dans mon pays. Installés sur un voilier à Tahiti depuis peu, Martine et Théaré sont très inquiets de ce refus de respecter le vote et la démocratie. Trump n'accepte pas l'idée d'une défaite éventuelle. Ce n'est pas possible. Si les gens votent contre toi, tu t'en vas. Est-ce que cette attitude du président explique votre vote? Oui. La situation est déjà très tendue aux États-Unis. On verra comment les choses vont évoluer. Est-ce que vous vous sentez plus tranquille en Polynésie? Oh que oui! Ceux qui connaissent bien la communauté américaine estiment que 60 ou 70% au moins des électeurs résidant en Polynésie vont voter par Internet d'ici au 3 novembre. Un mot de sport. Malgré la crise sanitaire, le monde sportif poursuit ses efforts en matière de réinsertion sociale. Illustration avec le Noble Art, en collaboration avec la Fédération de boxe anglaise de Polynésie et la DG2E, professeurs des écoles, CJA, professeurs d'EPS, étaient réunis pour une formation à la boxe éducative. L'objectif étant la lutte contre le décrochage scolaire. La Fédération de boxe anglaise de Polynésie française a invité Stéphane Reynaud, conseiller technique de la Fédération nationale, que je vous propose d'écouter au micro de Hiro Terurotua. Le principe de la boxe éducative, c'est que justement, on ne va jamais dans le seuil de douleur de l'autre. Et on prend en référence l'autre, et non pas soi, non pas ses gestes, mais l'autre et ce que ressent l'autre. Et en fait, c'est nous de changer notre attitude pour pouvoir donner confiance à l'autre. Mais ce n'est pas dans les mots, c'est dans l'action et dans la relation. Laissons le sport de côté pour découvrir ce qui pourrait devenir l'or noir de l'atoll de Hao. Au Tuamotu, je veux parler de la vanille. Heiura Fleury a monté sa petite exploitation de près de 300 mètres carrés avec plus d'une centaine de tuteurs où elle compte faire fleurir l'espèce de liane dite hapapé, une variété de vanille très prisée par les connaisseurs. La petite entreprise familiale a eu le soutien des techniciens de l'Epic Vanille pour monter leur petite ambrière, des techniques de culture à l'entretien de la vanillerie sous un soleil de plomb. Le projet est ambitieux, mais Heiura y croit vraiment. On l'écoute au micro de Mathieu Allou. Il a fallu démontrer au pays qu'au Tuamotu, tout pousse et qu'on peut même aussi récolter. On a mis 3 ans pour pouvoir avoir cette serre, vous voyez derrière. Et pour ce projet-là, on a fait aussi ça pour tous ceux des Tuamotu pour dire que tout pousse. La vanille de Hao, on en verra peut-être dans les plats gastronomiques du lycée d'Utumoro. Hier soir, en tout cas, les clients ont eu droit à un dîner spécial avec la projection d'un film intitulé « Les saveurs du palais », des saveurs que les élèves de première année de BTS Management et Restauration doivent réaliser à l'identique. Kaline Guénard et Patita Savia. Chou farci au saumon, pâté en croûte, jonché de fromage frais, ça vous dirait? C'était hier soir au menu de la soirée cinéma du lycée hôtelier. Un menu inspiré des plats servis à François Mitterrand par sa cuisinière personnelle. Des saveurs oubliées, remises au goût du jour par ses élèves du lycée hôtelier. On ne mange pas de la même façon qu'auparavant. Ma camarade est en train de faire le pâté en croûte, qui est à base de pâte feuilletée et de viande hachée. Et au moment où les serveurs dans le film ils vont servir le plat, nous on va servir en même temps le plat qui est dans le film.
Des ingrédients locaux viennent enrichir ces recettes typiquement françaises, comme cette feuille de bananier pour enrober ce fromage frais. Des travaux pratiques destinés à rendre les élèves autonomes. Là, comme on est sur un gros morceau, on va faire au moins 3 cheminées. Donc, on fait des petits trous, voilà, à peu près comme ça. Ça permettra à la vapeur de s'échapper. D'accord ? Oui, chef. Car l'objectif est surtout de les évaluer, puisque cette soirée va compter dans leur notation finale pour valider leur année d'études. Oui, c'est un exemple de soirée thématisée, parce qu'on fait travailler les étudiants dès le début de l'année sur un montage de projet. En suivant une thématique, par petits groupes, les étudiants vont monter de A à Z des soirées, en concevant le menu, les fiches techniques, l'animation, les décors, etc. Travail d'équipe et bonne humeur, la recette pour un dîner réussi. Rendez-vous en janvier prochain pour de nouvelles soirées à thème au lycée hôtelier afin de découvrir d'autres saveurs. Voilà, et c'est sur cette information que se referme ce journal dont je vous rappelle l'information principale. À compter de samedi 21h, il sera interdit de circuler sur Tahiti Oria jusqu'à 6h du matin, sauf dérogation. Le Premier ministre Jean Castex a étendu le couvre-feu en Polynésie française à la demande du haut-commissaire et du président Édouard Fritsch. L'application du couvre-feu se traduit aussi par la fermeture totale des bars, des foires et salons. Quant aux établissements sportifs couverts, leur situation sera discutée au cas par cas en fonction de la ventilation existante dans les salles. Voilà une information qui est aussi à la une de vos quotidiens. La dépêche titre « Couvre-feu à Tahiti et Moorea ». Tahiti Info, couvre-feu, comment ça marche ? Tahiti Pacifique, Kanaki, en route vers l'indépendance. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Vito Tapo et Ayata Tarhau. Très belle nuit sur la première. À lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet